Très bien, tout le monde, commençons. Bon lundi à tous. Vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. En fait, à ce stade, vous allez probablement le croire parce que tout est tellement incroyable qu'on finit par y croire. La semaine dernière, nous vous avons évidemment proposé un épisode assez explosif dans lequel nous avavons parlé de la Liberty University. Alors, à quel moment l'organisation de Charlie a-t-elle opéré un changement soudain? Soudainement, tout le monde parle de foi, contrairement à lui. Les objectifs initiaux étaient axés sur le libre marché et le capitalisme, mais quand l'organisation de Charlie s'est-elle transformée en église? Eh bien, la réponse, en remontant le fil, indiquait que tout avait commencé avec la création du centre de Falkirk par lui. Et maintenant, je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé au centre de Falkirk. Évidemment, c'est un scandale. Un scandale qui, je le crois maintenant, aurait pu entraîner la chute des deux hommes et plus précisément celle de Jerry Falwell Jr. et Charlie Kirk. Plus tard dans l'émission, Megyn Kelly dit non aux intimidations du lobby israélien. Elle a fait une déclaration percutante à Tucker Carlson, qui vient d'être déclaré ennemi de l'État d'Israël, tout comme moi. Je ne plaisante pas. Bienvenue à nouveau chez Candace. Par où commencer, les amis? Disons simplement qu'il y a eu beaucoup d'opérations de relations publiques mal avisées depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Et je pense que c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Beaucoup de faux pas en matière de relations publiques, pour ainsi dire. Voyons voir, il y a eu une opération, il n'était pas catholique, curieux, puis une autre opération, Candace n'a pas parlé à Charlie depuis des années, puis une autre opération, lol, des avions égyptiens. Ha 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 ha. Suivi d'un opération de démystification de Mitch à Fort Huachuca avec le drame de la mère de son enfant. Drame de maman Huachuca. C'était beaucoup. Et je suppose que ce que je veux vraiment dire quand j'utilise le mot mal avisé, c'est que celui ou celle qui contrôle ces opérations a un peu le pied lourd. Tu vois ce que je veux dire? Trop d'accélérateurs en permanence. La force immédiate qui est appliquée à ces opérations psychologiques, elle passe de 0 à 100, à en quelque sorte révéler la panique qui les sous-tend. Assez évident pour nous, le public. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent à dépenser, mais peut-être que la personne qui contrôle les dépenses est tout simplement un idiot. Genre, il appelle juste des gens du style « Je te donne 600 000 $ et je fais transférer cet argent sur ton compte en Bitcoin aujourd'hui. » Si tu dis simplement ces mots, Candace est devenue folle. Charlie n'était pas catholique. Mitch est la maman du bébé. C'est un fou. Fou! Tout le monde est fou. L'expression utilisée au Royaume-Uni. Celui que mon mari utilise est riche et épais. Ça sert à décrire un crétin qui a plein d'argent sur lui, d'accord? Franchement, je dois dire, rétrospectivement, l'opération la plus étrange de toutes, qui persiste encore aujourd'hui dans quelques recoins d'Internet, était l'opération. Lol, Candace a des rêves. Pourquoi parlait-elle de ses rêves? Comment ose-t-elle parler de ses rêves? Seules les personnes bizarres ont des rêves et en parlent aux autres. Oh, les rêves sont ridicules. On ne devrait pas les écouter. Donc la question devient, qui prend exactement ces terribles décisions de relations publiques? Genre, qui se dit, oui, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est attaquer le rêve. Il faut y aller à fond et ne surtout pas lâcher le rêve. Je crois que je connais la réponse. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent personnellement victime du rêve. Levez la main, qui se sent personnellement victime des rêves de Candace Owens. Et pour être honnête, c'est assez drôle que je n'ai pas fait le rapprochement plus tôt, avant aujourd'hui. Alors revenons en arrière, d'accord? Dans les 3 semaines qui ont immédiatement suivi l'assassinat de Charlie, j'étais évidemment dans le brouillard. Je vais être honnête, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je ne dormais pas, je ne mangeais pas, et je faisais des rêves incroyablement vifs. J'ai recommencé à rêver comme je n'avais pas rêvé depuis mon enfance parce que c'était toutes les nuits, et pour être honnête, c'était accablant. Je n'aimais pas ça. J'avais l'impression que Charlie me hantait. Ça me stressait. J'ai exprimé cela à mon mari en pleurant beaucoup. Il m'a dit que je devrais consulter un prêtre, ce que j'ai fait. Et nous avons parlé des âmes au purgatoire.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je sens qu'il est temps de vous raconter l'intégralité du rêve récurrent que je faisais durant ces premières semaines. C'était en fait la rediffusion d'un vrai déjeuner que Charlie et moi avions partagé dans le passé. En 2018, Charlie et moi sommes allés ensemble en Israël. Et dans le rêve, nous étions assis exactement dans le même restaurant sur une terrasse et Charlie a commencé la conversation en disant quelque chose qu'il avait réellement dit, un vrai souvenir de ce voyage. Charlie était assis et il mangeait du houmous. Il disait « C'est le meilleur houmous que j'ai jamais goûté de ma vie. » Une exagération dramatique. Certains endroits sont tellement vantés que, sur place, on fait semblant de vivre un moment incroyable pour ne pas se décevoir. On se dit « C'est le meilleur de tous les temps. » J'ai pas aimé Israël. Je ne l'ai pas aimé même quand j'étais sioniste parce que ça me semblait dangereux. On pouvait sentir que les musulmans détestaient les Juifs. On se croyait en excursion. On nous méprisait. Je n'aimais pas Israël. Je l'ai souvent dit, mais Charlie, lui, jouait le jeu. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. Quoi qu'il en soit, le cadre de ce rêve en particulier avait cependant une différence majeure. Nous n'étions pas là pour l'ouverture de l'ambassade. Et cette différence, d'ailleurs, je ne la comprends pas vraiment encore. Je vous le partage simplement. À la place, nous étions là dans ce décor de rêve. Pour les funérailles de la femme de Bibi Netanyahou. Encore une fois, cela n'a absolument aucun sens. Je n'ai jamais rencontré sa femme. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne sais rien sur sa femme. Voilà, c'est juste le contexte. Je ne fais pas les règles du monde des rêves. Et évidemment, alors que nous étions assis là, cela ne m'a pas semblé étrange. Parce que lorsque tu es dans ton état de rêve, tout ce qui se passe te semble, pour une raison quelconque, parfaitement normal. Bref, Charlie m'a dit « Je n'ai pas beaucoup de temps ». Il a poursuivi en m'expliquant que je devais voir ce qui s'était passé à sa gauche. Et il m'a dit explicitement, ils m'ont trahi, plusieurs personnes. Et j'ai dit, je sais, mais qui? C'est alors qu'est arrivée la partie frustrante du rêve. Chaque fois que je disais, qui? Tu sais, quand tu es dans un rêve et que tu demandes, qui? Ou que tu essayes de parler dans le rêve, et puis soudain tu te mets à parler en vrai, et tu commences à te réveiller du rêve. Par accident. C'est ce qui arrivait sans cesse. Et chaque fois que j'essayais d'écouter ce qu'il disait, on aurait dit qu'il parlait sous l'eau. Donc ça me frustrait. Je n'arrive pas à atteindre le moment où tu me le dis. Qui t'a trahi? Ce n'est qu'à la 3e semaine après sa mort qu'enfin, un visage est apparu dans ce rêve. Il est apparu aussi clairement que le jour, au coin du restaurant, et c'était Andrew Colbetz. Maintenant, il faut imaginer qu'immédiatement après tout ça, je ne pensais pas à Turning Point USA, là où nous en sommes aujourd'hui. C'est presque inimaginable de revenir à cette époque. En fait, j'étais très amie avec Andrew Colbetz. Nous avions beaucoup parlé après la mort de Charlie. Je le connais depuis des années et j'ai trouvé ça vraiment étrange de l'avoir vu dans ce rêve, mais c'était tellement vif et tellement prenant que, aussi bizarre et étrange que cela puisse paraître, j'ai senti que je devais lui envoyer un message pour lui dire ce que j'avais vu. Et voici le message, je le partage avec vous pour que vous sachiez si tout cela s'est vraiment passé. J'ai dit, je fais rarement des rêves très vifs, mais ce week-end, j'en ai fait un aussi clair que le jour. Charlie est venu me voir et il s'est assis. Il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps, que je devais savoir qu'il avait en fait été trahi, et qu'il cache ce qui s'est passé à ma gauche. Je crois que son âme est au purgatoire et je crois que, tu sais, il y a bien plus que ce que tu as dit, publiquement ou en privé. Et Andrew Colbert n'a jamais répondu. La dernière fois, Andrew Colbert et moi avons parlé. Maintenant, bien sûr, si on avance jusqu'à aujourd'hui, on apprend que c'est Andrew Colbert qui a en fait orchestré toutes ces attaques, pas pris la main dans le sac, n'est-ce pas? C'est un peu ridicule que je n'ai pas simplement supposé cela plus tôt. Comme je l'ai dit, ce n'est pas là où mon esprit est allé après l'assassinat de Charlie. Je pensais que c'était par des gens bien qui aimaient Charlie Kirk. Mais la question à laquelle j'arrive maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi, si ce n'était qu'un rêve, cela nécessite-t-il autant d'efforts en matière de relations publiques? Pourquoi se moque-t-on des rêves, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'était pas qu'un simple rêve. En fait, par la suite, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que 2 personnes du cercle rapproché d'Andrew m'ont contacté et m'ont dit que je devrais m'intéresser davantage à Andrew Colbert. D'accord. Je vais vous raconter une autre histoire drôle parce que maintenant, l'ironie de la situation me frappe vraiment. C'est encore une histoire entre Andrew et moi. À l'époque où Charlie était encore en vie et que tout allait bien, Andrew m'a appelé. C'était en fait à la fin de
je dirais juste avant Amfest. Oui, le fameux Amfest où Tucker a pris la parole. Andrew m'a appelé et il m'a demandé, et je ne plaisante pas, il m'a vraiment demandé « Es-tu une sorcière ?» J'ai éclaté de rire au téléphone. À Londres, j'ai dit « Non, pourquoi? Quelle question ridicule. » Et il m'a dit « Eh bien, parce qu'on a remarqué que lorsque certaines personnes t'attaquent, il leur arrive vraiment de mauvaises choses. » Et il a ensuite commencé à me raconter ce que j'ignorais complètement et qui était assez horrible, que Dennis Prager, qui venait d'écrire un article ouvert à mon sujet, et ce n'était pas fait de manière très sympathique, était en fait tombé et s'était gravement blessé. Il n'y avait rien de drôle à cela. Et qu'il devait parler et taper avec sa bouche, puis il est un peu revenu en arrière en évoquant l'affaire Daily Wire et l'affaire Jordan Peterson et que de mauvaises choses arrivaient aux gens juste après qu'ils t'attaquent. C'est alors que j'ai compris qu'il était sérieux. Il posait vraiment cette question sérieusement et moi, je lui ai répondu non, mais j'ai vraiment de très mauvais retours, pas seulement en venant des autres, mais aussi pour moi-même. Je vous ai déjà expliqué que si je fais quelque chose de mal, j'en ressens immédiatement le karma. Par exemple, si je volais ton téléphone aujourd'hui, qu'il était juste posé sur un comptoir et que je le prenais dans un restaurant, je rentrerais chez moi et ma maison aurait brûlé jusqu'aux fondations. C'est mon genre de karma, il me frappe très rapidement. Bref, le point, c'est que c'est quoi le point? Malgré cela, malgré cette question bizarre qu'il m'a posée sur la sorcellerie, c'est lui qui orchestre toutes ces attaques. Et elle se retourne contre Turning Point USA. Et maintenant, je comprends exactement pourquoi il mène ces attaques. Et l'Université Liberty était en fait la clé. On a parlé de la secte des Moonies, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on a parlé jeudi. Je vous ai tout raconté à propos de cet homme coréen. Sun Myung-moon, qui travaillait en fait pour la CIA, Assad, tout en dirigeant ce qui est devenu une secte religieuse. Ils achetaient des terrains, des bâtiments, des pâtés de maisons entiers, toutes sortes d'entreprises, tout en convainquant les masses que c'était en réalité pour le père. Moon s'était autoproclamé Messie, et puis il s'est impliqué avec l'Université Liberty via Jerry Falwell Sr., et ma conclusion de cet épisode était que le véritable objectif de Turning Point USA, Faith, était de transformer Charlie Kirk en une sorte de messie, dont l'image pourrait être contrôlée après sa mort. Et évidemment, une image que le public ne pourrait pas remettre en question à cause de l'horreur et de la tristesse de la situation. Nous l'avons tous vu se faire assassiner. En fait, cela pourrait bien être la réponse à la question. Pourquoi voulait-il que nous assistions à cela? Vous vouliez tuer Charlie Kirk? Pourquoi vouliez-vous que le monde entier le voie et ressente une émotion, ému comme nous l'avons été par cet assassinat? Pour être complet, je dois maintenant vous dire que la secte des Moonies était gangrenée par des accusations de rituels sexuels, d'abus physiques et psychologiques, et bien sûr, comme nous l'avons déjà évoqué, de corruption financière. Tellement de corruption financière qu'elle a en fait conduit à un assassinat politique au Japon. Vous vous souvenez de 2022? Revenons en 2022 au Japon, parce que je vais vous expliquer la raison de cet assassinat, selon la personne qui l'a commis. Est-ce que vous savez comment Turning Point USA a évolué? D'une association caritative qui demandait un chèque ou un don ponctuel par carte bancaire à maintenant demander aux gens de léguer leurs 4 cents 1K, leurs biens immobiliers. En gros, un moyen pour les personnes âgées qu'ils ont ciblées d'inclure Turning Point USA dans leur testament. Et est-ce que ça ne vous met pas un peu mal à l'aise? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des dérives? Pour les personnes âgées, les seniors qui deviennent séniles et qui pourraient accidentellement signer la cession de tous leurs biens avant de mourir, leur patrimoine. Turning Point veut être inclus dans la planification successorale de votre grand-mère. Je n'aime pas du tout cette ambiance. Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle la secte Moonies a fini par mener à l'assassinat du premier ministre du Japon. Le premier ministre, vous vous souvenez de lui? Shinzo Abe, le premier ministre du Japon pendant de longues années, il a été abattu et tué parce qu'un homme de 41 ans l'a tenu pour responsable. Le premier ministre, dont la famille avait effectivement des liens de longue date avec l'église Moon, appelée aussi l'église de l'unification, et dont le cabinet était factuellement étroitement associé à cette église. Il l'a accusé de promouvoir cette église, ce qui a fini par ruiner sa famille.
C'est selon le New York Times. Ils ont écrit, je cite, « Lors d'un audit interne, le Parti libéral-démocrate au pouvoir a découvert que environ 180 de ses parlementaires élus, soit presque la moitié de l'ensemble de ses membres au Parlement japonais, ont soit accepté des dons, soit assisté à des événements organisés par l'Église et des organisations affiliées. Cela me rappelle quelque chose ici. » Bref, revenons à Abe. L'assassinat d'Abe a été commis par un homme qui était démuni et ruiné. À cause de l'Église de l'Unification, ils avaient lavé le cerveau de sa mère dans sa vieillesse, la poussant à donner tout l'argent de la famille à l'Église. Et elle a laissé ses fils, sa famille, dans une telle misère que lui et ses frères et sœurs n'avaient souvent même pas assez d'argent pour manger. Ils sont devenus tellement désespérés que son frère s'est suicidé et lui-même avait tenté de se suicider. Encore une fois, je ne fais que vous raconter ce qui s'est passé. Factuellement, ce n'est évidemment pas une justification pour qu'il ait assassiné le premier ministre. Mais l'histoire ici est saisissante. Et pour être honnête, c'est exactement ce genre de malaise que j'ai ressenti en regardant Amfest et cette tante. Et genre, le micro est genre mis dans une boîte et on disait c'est comme le fantôme de Charlie. C'est exactement ce genre de malaise que j'ai ressenti. C'était comme si tout le monde était sur scène à parler du Seigneur, mais que personne, en réalité, ne pensait vraiment au Seigneur. C'était plutôt comme regarder une secte charismatique, des gens formés à des techniques de manipulation, s'attaquant aux esprits faibles de leurs adeptes, des gens qui aiment vraiment Charlie Kirk. Et bien sûr, cela explique aussi la touche hollywoodienne de tout cela. Bref, vous vous demandez sûrement, quel est le rapport avec Liberty University? Eh bien, c'est une histoire amusante. J'ai été contactée par des personnes qui sont encore à Liberty University, qui travaillent toujours dans les bureaux de Liberty University, et ils m'ont dit que j'avais mal compris certaines choses. Et je précise, soi-disant, ils m'ont dit que Jerry Falwell Jr. avait aussi été évincé, qu'il avait été évincé injustement. C'est ce qu'ils ont dit. En gros, tout le scandale du pool boy, c'était le scandale sexuel qui a fait tomber Jerry Falwell. Et la circonstance sur laquelle Jerry Falwell a fini par s'exprimer lui-même, confirmant la version de cette personne, était que sa femme avait effectivement une liaison avec le pool boy. Et cette liaison a ensuite servi à générer une multitude d'articles et a été utilisée pour forcer son éviction de l'Église. Et cette personne affirme que ce sont des pasteurs corrompus, des pasteurs évangéliques qui voulaient le faire partir et mettre fin au Falkirk Center. D'accord. Donc, pour appuyer cela, Charlie Kirk et Jerry Falwell se sont réunis et ont créé ce qui était le précurseur de Turning Point Faith. J'étais là à ce moment-là. Le but était de canaliser l'énergie de la marque de Charlie auprès des jeunes et de la transformer en ministère pour les évangéliques et d'inspirer les jeunes à aller à Liberty University, à s'inscrire et à aller à Liberty University parce que Jerry Falwell Jr. en avait fait une école très rentable et il l'avait séparé de l'Église, voulant que les finances ne soient pas mélangées avec celles de l'Église, ce que son père n'avait pas fait. Il n'y avait aucune séparation entre l'Église et l'école du temps de Jerry Falwell Sr. était en vie. Eh bien, apparemment, les pasteurs qui ont fait fortune du temps de Jerry Falwell Sr. étaient en vie, n'ont pas aimé cela. Ils n'ont pas aimé la séparation entre l'Église et l'école. Ils voulaient profiter des revenus de l'école comme ils l'avaient fait par le passé. Encore une fois, je vais dire prétendument. Mais cette personne à l'intérieur, vous savez, elle a accès. Donc, lorsque Charlie Kirk est arrivé et a voulu développer les choses d'une manière qui ne profiterait pas directement à l'Église, ils n'étaient pas très enthousiastes à cette idée. Maintenant, la personne à qui j'ai parlé est mon genre de source préférée parce qu'elle est en profond désaccord avec moi sur le sujet d'Israël. Elle a dit « Je dois m'exprimer indépendamment de cela parce que ce qu'ils ont fait à Charlie est injuste. » Et ils mentent sur ce qui s'est passé. Et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pasteurs parce que je connais ces hommes. Donc, oui, ils ont créé Jerry Falwell, Charlie Kirk, le Falkirk Center en 2021. Et je veux que vous vous souveniez de cela. Chose intéressante, lorsque Charlie Kirk se réunissait à Liberty University pour créer le Falkirk Center, un certain Johnny Moore s'est invité à la réunion, à la séance de planification pour ainsi dire. Il a simplement tiré une chaise. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de ce personnage, Johnny Moore?
À cette époque, en 2021, lorsqu'il était de retour sur leur campus, il n'y avait aucune raison pour que Johnny soit réellement là, même s'il avait en quelque sorte grandi sur le campus. C'est vrai, Johnny était sur ce campus depuis l'âge de 14 ans. Nous allons y revenir. Mais il avait quitté son poste de pasteur principal de Liberty University en 2014. Et pourtant, le voilà en train de se trouver une raison d'être là, à fouiner autour de Charlie et du Falkirk Center. Et il faut savoir que lorsque Johnny a quitté Liberty University en 2014, il est parti à Hollywood pour fonder la société de relations publiques, la Kairos Company. Andrew Colvett, lui, faisait partie de la Kairos Company. Vous vous en souviendrez. C'est le partenaire, le protégé de Johnny Moore. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais lorsque la Kairos Company a été créée, Andrew Colvett en était le vice-président exécutif. Et il travaillait effectivement pour la Kairos Company, Andrew Colvett, puis il a été embauché pour être le responsable des relations publiques de Charlie Kirk et de Turning Point USA. Un autre point intéressant que cette source m'a confié, c'est que Johnny Moore, malgré son départ à Hollywood en 2015 pour travailler avec, et je devrais le mentionner ici, Mark Burnett. C'est pour lui qu'il est allé travailler. Mark Burnett, un très grand nom dans le monde de la télé-réalité. Si, dans votre tête, comme moi, vous vous êtes tout de suite dit en y pensant, « Attends, est-ce qu'Erika n'était pas dans une émission par hasard? » Quoi, l'émission s'appelait Summer House en 2019. Fait intéressant, lorsque Mark Burnett a pris la tête de MGM et devenu président de MGM, ils ont acquis, ils possédaient Summer House. Donc, c'est intéressant. Il pourrait donc y avoir un lien là. Il pourrait aussi ne pas y en avoir, mais j'aimerais bien savoir qui était son attaché de presse à ce moment-là. Et je vais demander qui était, comment elle a été sélectionnée pour l'émission. Bref, revenons à Andrew Colvett, enfin à Johnny Moore. Johnny Moore, immédiatement et de façon constante, malgré la création de la Kairos Company, voulait retrouver son poste à Liberty University. Il voulait toujours faire partie de Liberty University. Et la question est, pourquoi? Pourquoi la société Kairos tenait-elle tant à garder un pied dans les organisations évangéliques en pleine croissance? Tu te souviens quand l'ADL m'a mis sur leur liste? Avant que je sois viré, avant tout le fiasco, Christ est roi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis sur la liste. Et puis, un an plus tard, Jordan Peterson, le docteur Jordan Peterson et un certain révérend Johnny Moore ont rédigé un rapport et ont insisté, expliquant que Christ est roi est en fait antisémite. Et ils ont créé tout un graphique vidéo pour montrer que j'étais un radical parce que je disais Christ est roi. Ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est Johnny Moore et ses convictions, en résumé. En gros, il fait du PR désastreux pour défendre l'État d'Israël. Mais alors, ça lui rapporte pas mal d'argent. Il siège au sein du groupe de travail de l'ADL. Il a reçu la médaille de la vaillance du centre Simon Wiesenthal. Ce sont ces organisations, d'ailleurs, qui sont issues à l'origine de gangs sionistes, de véritables gangs, pour être clair. Et ce sont précisément ces organisations qui sont à l'origine des premières attaques contre moi, qui depuis le début visaient à me séparer de Charlie, en montant en épingle d'étranges scandales d'antisémitisme. Et ensuite, les donateurs exigent des mesures. Bref, je veux que vous entendiez le révérend Johnny Moore dans ses propres mots pour que vous puissiez saisir son intention, son ambiance, si vous voulez. Écoutez donc. Alors maintenant, vous savez, je suis impliqué dans l'ADL de toutes sortes de façons. Vous savez, je fais partie de la bourse Civil Society Fellowship, de l'ADL et de l'Aspen Institute. Vous savez, je siège au conseil consultatif de la bourse Civil Society Fellowship, de l'Aspen Institute et de l'ADL. Cela m'a montré où? Nous devons garder un œil sur certaines tendances et certaines idées, et quand les gens disent des choses, ce qu'ils veulent réellement dire. Cela a été non seulement une expérience éducative incroyable, une manière concrète pour moi de m'engager dans ce combat contre la haine pour de bon, mais cela m'a aussi donné l'opportunité d'apprendre. Tellement de choses en chemin, de rencontrer tant de personnes différentes. Et je peux vous dire, encore une fois, je ne suis pas juif, je suis chrétien. Et pourtant, je me suis toujours senti chez moi, vous savez, dans la communauté de l'ADL. Maintenant, écoutons-le, mais imaginons-le avec une kippa. Écoutez bien. Je sais que l'État d'Israël est fort. Il est plus fort que jamais, vraiment. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de nous.
Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous ayez besoin de nous ou non, nous sommes déterminés à bâtir un grand mur de sionisme chrétien partout dans le monde pour repousser les forces de l'antisémitisme. Mais cela inclut aussi d'éduquer les chrétiens bien intentionnés sur notre propre histoire d'antisémitisme chrétien. Alors, qui est ce type? Qui est Johnny Moore? D'où vient-il? La réponse est en réalité assez fascinante. C'était un enfant qui a grandi dans la région de Lynchburg, en Virginie. Et je vais en fait lire cette première phrase tirée de Christianity Today. Il est écrit « Johnny Moore n'avait que 14 ans lorsqu'il a séjourné pour la première fois dans les dortoirs de la Liberty University. Et depuis, il est en quelque sorte resté dans l'école que Jerry Falwell Sr. a fondée il y a 41 ans à Lynchburg, en Virginie. Moore et sa mère célibataire ont brièvement vécu dans les dortoirs après le divorce de ses parents et une période temporaire de sans-abrisme. D'accord, maintenant, quelqu'un qui est allé à l'école avec lui a confirmé exactement cela. Ils ont dit que c'était un enfant qui avait grandi en dehors de Lynchburg pendant le lycée. Il était très pauvre, vraiment très pauvre. Ils ont insisté là-dessus. Ce n'est pas un problème. Évidemment, moi aussi, j'étais pauvre. Mais ils ont aussi mentionné que Johnny avait de sérieux problèmes avec son père. On m'a dit directement par quelqu'un qui est allé à l'école avec lui qu'il s'est fait un nom d'une certaine manière. Il s'est fait attraper avec des magazines porno et on s'est pas mal moqué de lui. D'accord, les enfants font des erreurs en grandissant. Mais ça devient plus intéressant quand on apprend que, soudainement, le petit Johnny est tombé sur beaucoup d'argent. Il avait un mentor masculin qui lui a acheté à lui et à toute sa famille, soi-disant, des voitures neuves. Donc Johnny n'était plus pauvre. Et c'est ce mentor paternel qui a insisté auprès de Jerry Falwell Sr. pour que Johnny obtienne un poste à la Liberty University. Cet homme s'appelle Ron Goodwin. C'est le mentor de Johnny, Ron Goodwin. Il s'agit du protégé personnel de Sun Myung Moon, le célèbre gourou fondateur de la puissante secte internationale des Moonies, Sun Myung Moon, qui dirigeait cette secte des Moonies. Il a choisi Ron Goodwin, non seulement pour diriger le Washington Times pour lui, comme je vous l'ai dit, ils ont acheté le Washington Times, mais Moon a aussi déclaré Ron Goodwin comme l'un de ses 3 disciples, déclarant, et je cite, « Vous serez comme les 3 disciples de Jésus ». Chacun de vous se mettra à la place de Jésus et multipliera 3 disciples à son tour. Donc, Sun Myung Moon dit « Je suis comme Jésus ». J'ai l'impression de blasphémer rien qu'en disant ça. Et il choisit ce type, Ron Goodwin. Il dit à Ron Goodwin « Et toi, tu choisiras 3 disciples à ton tour ». Et oui, on peut confirmer que ça ressemble à ça. L'un des 3 disciples de Goodwin, pour ainsi dire, était Johnny Moore, qui a fondé la société Kairos avec nul autre qu'Andrew Colbert de Turning Point USA. Ça ressemble à ça. Si on regarde ça sous forme d'organigramme, oui, il est un disciple déclaré et je suppose que j'aurais dû mettre techniquement Johnny Boone en dessous de lui. Et Andrew, je me demande si Andrew est le disciple de Johnny Moore ou, je ne sais pas, l'un des 3 disciples de Ron Goodwin, on n'est pas sûr. Mais on peut vous dire que lorsque Ron Goodwin a pris sa retraite de Liberty University en octobre 2014, bien sûr, son petit Johnny est parti aussi, non? Johnny était son protégé. Et Johnny, c'est à ce moment-là qu'il est parti à Hollywood. Mais ensuite, tout à coup, il a voulu revenir à Liberty University et on lui a dit non à plusieurs reprises. Et sans Papa Goodwin pour faire avancer ses dossiers cette fois-ci, il n'y avait vraiment aucun moyen pour lui de revenir à Liberty jusqu'à ce que, tenez-vous bien, en 2021, en tant que vice-président exécutif, M. Andrew Colbert gère désormais Charlie Kirk. Il se passe alors quelque chose de totalement incroyable. Jerry Falwell est évincé de Liberty University. Jerry Prevost est nommé comme son successeur. Et la toute première chose que fait Jerry Prevost, c'est de licencier Charlie Kirk. Et il agit aussi presque immédiatement pour réintégrer nul autre que Johnny Moore, qui rôdait parfois dans l'ombre en lui versant, m'a-t-on dit, un montant mensuel de rétention absurde. Et je vais dire, prétendument ici, même si ma source vient directement de l'intérieur de Liberty University. Donc, je me sens assez confiant que l'information que j'ai reçue est exacte, qu'ils viennent juste d'évincer.
Et ils ont dit, Johnny est maintenant de retour chez Influential et il gagne de l'argent ici. Alors, quel est le but ici? Prenez-moi très au sérieux quand je parle d'un tournant. La foi est problématique. L'organisation est censée être les Moonies 2.0. L'intention derrière la secte des Moonies, au fait, au cas où ce ne serait pas clair pour vous, était un gouvernement mondial unique atteint par le concept d'une unification. Église. Nous sommes tous amenés à rejoindre, je suppose qu'on pourrait dire, leur version du Seigneur, qui n'est en fait, je ne sais pas, qu'un clone de la CIA, quelqu'un derrière qui on peut se rallier. Ils établissent à plusieurs reprises une figure messianique et ils s'attendent à ce que les gens les suivent. Parce que comment osez-vous remettre en question la Bible? Tout cela était vraiment malsain quand on y pense. Et oui, Andrew Colbert. Je pense que mon rêve voulait peut-être dire quelque chose. Et c'est pour ça que tu es complètement paniqué depuis. Bref, on revient tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis, de nouvelles recherches révèlent quelque chose de bouleversant. Plus de 7 millions de femmes américaines souffrent d'une détresse émotionnelle grave et durable après un avortement. Le chagrin, les flashbacks et un regret silencieux qui ne disparaissent souvent jamais. Preborn est témoin de cette souffrance de première main dans les milliers de cliniques qu'il soutiennent, mais il y a de l'espoir et cela commence par quelque chose de puissant. Voir son bébé à l'échographie change tout. Ses chances de survie doublent. Pour seulement 28 $, parrainer cet examen, offrant une vie de bénédiction. C'est le vrai visage de la santé. Preborn offre des échographies gratuites, un accompagnement et un soutien aux mères en difficulté. Il sauve des vies et des cœurs, rendant la maternité possible. Si, comme moi, vous croyez que chaque enfant compte et qu'aucune femme ne devrait traverser cette épreuve seule, alors rejoignez-moi aujourd'hui. Parrainez une échographie et si vous souhaitez le faire, il vous suffit de faire un don en composant le dièse 250 et de dire le mot-clé bébé. Ou vous pouvez visiter preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Je veux aussi vous parler de Riverbend Ranch, car si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'adore les steaks de Riverbend Ranch. Si vous ne les avez pas encore essayés, c'est le moment idéal pour le faire. Parce que, en plus d'être délicieux, le bœuf vient d'être placé au sommet de la pyramide alimentaire par l'USDA. Le bœuf est une protéine complète et il contient les 9 acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner. Il vous rassasie également plus longtemps, réduisant ainsi les envies et le grignotage. C'est l'un des aliments les plus riches en nutriments, remplis de protéines, de fer, de zinc et de vitamine B qui contribuent à l'énergie, à la force et à la santé globale. Donc, si vous cherchez à faire des choix plus intelligents pour votre santé cette année, Riverbend Ranch est l'endroit idéal pour commencer. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau d'Angus d'élite en utilisant l'échographie pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Ils ne gardent que l'élite des 1-2% d'Angus comme reproducteurs pour un bœuf plus tendre et savoureux. Le bétail de Riverbend Ranch est né et élevé aux États-Unis. Sans hormones ni antibiotiques, le goût est là. Allez sur riverbendranch.com avec le code Candice pour 20 $ de remise sur votre première commande. Il s'agit encore une fois de riverbendranch.com, code promo Candace. J'aimerais ajouter une autre chose concernant la secte des Moonies et ce Coréen qui apparaît après la guerre de Corée. J'ai l'impression que tout cela a été orchestré par la CIA. Et je peux vous le dire, l'un des points communs que j'ai relevés en étudiant ces propagandistes manifestement achetés et payés, c'est que leurs grands-pères semblent tous avoir participé à la guerre de Corée. Ils étaient tous capitaines ou lieutenants-colonels pendant la guerre de Corée. Et je ne cesse de vous dire qu'il est vraiment important de reconnaître cette forme de corruption militaire. Je pense que c'est la raison pour laquelle la secte des Moonies a été créée en Corée à cette époque. Et il est très probable que tout cela n'ait été qu'une opération de la CIA, et ils essaient de refaire la même chose à travers Turning Point Faith. Et c'est la raison pour laquelle Turning Point USA Faith veut se lancer dans l'immobilier. On a l'impression qu'ils achètent tellement de terres, et maintenant, on assiste à ces incendies qui se produisent partout dans le monde, à ces catastrophes naturelles, et ils essaient de vous faire croire que ces catastrophes sont naturelles, alors qu'il devient assez évident que ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il s'agit d'accaparement de terre et vous devriez pouvoir réfléchir à cela à partir de ce que je vous dis. Quoi qu'il en soit, évitez l'arnaque de la foi en 2026.
Quelque chose qui se passe en même temps, évidemment, c'est que toutes ces personnes semblent être radicalement obsédées par Israël. C'est l'autre composante de tout cela. C'est juste que on ne peut pas lâcher Israël. C'est presque comme s'il n'y avait aucune séparation entre le Mossad et la CIA. C'est pour ça que Bibi travaillait pour la CIA. Si vous avez suivi les épisodes précédents que nous avons faits, je crois qu'on avait découvert ça pendant notre série sur Epstein, mais ne me citez pas là-dessus. On a l'impression que c'est le fil conducteur qui explique tout, comme si tous nos médias étaient achetés et payés. Tout est au service de ce pays étranger et ils deviennent de plus en plus dangereux, de plus en plus radicaux, de plus en plus désespérés, malgré le fait qu'ils aient l'ensemble de l'armée américaine à leur disposition et la capacité, vous savez, de massacrer en masse des soldats américains pour servir leurs intérêts à l'étranger. Ils commencent à accepter le fait qu'ils perdent le contrôle de l'opinion publique, ce qui est en réalité très important. D'accord? Il était important que l'illusion de leur statut de victime soit maintenue. Je pense que c'est quelque chose que Bibi Netanyahou a en fait sous-estimé. Il a sous-estimé à quel point cela fonctionnait. Il était comme le magicien qui croit à sa propre magie. Il a sous-estimé à quel point cela avait réussi à nous convaincre tous de devenir sionistes parce que nous fonctionnions sous l'illusion qu'ils étaient innocents. Et il est allé trop loin. Il a tué trop de gens. Gaza a réveillé beaucoup de gens. Et maintenant, ils font semblant que le problème n'est pas ce qu'ils font. Ce n'est jamais ce qu'ils font réellement. Ce n'est pas ça. Qu'ils sont accusés par leur propre peuple de pratiquer et de dissimuler ces rituels sexuels sur des enfants dans leur forêt. Ce n'est pas à cause du fait que des dizaines de milliers de Palestiniens innocents ont été tués et qu'ils ont été intentionnellement ciblés parce qu'ils commettent un génocide. Le problème, c'est que nous le remarquons. Et donc, l'ennemi, c'est la parole. Ce sont les gens sur une plateforme qui parlent de leurs crimes qui posent problème, pas les crimes qu'ils commettent. Encore une fois, c'est la logique des psychopathes. Pendant que Manasseh, c'est comme leur congrès, un représentant du parti Likoud s'est levé, a prononcé un discours et a déclaré que Tucker Carlson et moi étions des ennemis de l'État d'Israël. Tucker Carlson et moi, qui appelons à la paix, qui appelons à la souveraineté nationale, qui demandons que les membres du Congrès servent réellement les intérêts américains, et cela représente apparemment une menace existentielle, une menace pour Israël. Voici ce qu'il avait à dire. Monsieur le Président, membre de la Knesset, je me tiens ici à Jérusalem, la capitale éternelle du peuple juif, pour tirer la sonnette d'alarme. Nous avons l'habitude des ennemis venus de l'extérieur. Nous combattons les tunnels terroristes du Hamas, nous combattons les missiles balistiques de l'Iran. Mais aujourd'hui, je regarde vers l'Occident, notre plus grand allié, et j'y vois un nouvel ennemi émerger de l'intérieur. Je parle d'un poison vendu au peuple américain sous le nom de patriotisme. Je parle du vandalisme intellectuel de Tucker Carlson et Candace Owens. Monsieur le Président, soyons clairs sur ce dont il s'agit. Ils prétendent combattre la gauche woke. Ils ne sont pas différents de la gauche woke. L'extrême gauche déboulonne les statues de Thomas Jefferson. Tucker Carlson s'attaque à l'héritage de Winston Churchill. L'extrême gauche affirme que la civilisation occidentale est maléfique. Candace Owens dit que les racines de notre foi sont démoniaques. C'est la même maladie. C'est le même relativisme moral. C'est la même haine de l'Occident, simplement déguisée autrement. Oui, pour être pas clair, c'est dangereux. Le parti Likoud et moi-même, j'ai littéralement été la cible d'un complot visant à m'assassiner, en fait, pendant 1 an. À partir de la date où Charlie a été assassiné, le 10 septembre, quelqu'un complotait pour me tuer et cela a été découvert. Et cette affaire est toujours en cours devant les tribunaux. Ces personnes appellent à la violence. C'est la menace implicite ici. Ils deviennent tous de plus en plus radicaux. Et ils se sentent menacés par la parole. C'est pourquoi je vous implore tous, et je vois que vous le faites. C'est pour cela qu'ils se sentent menacés et qu'il faut continuer à l'utiliser. Et il faut reconnaître que ces personnes sont incroyablement dangereuses. Ils sont très dangereux lorsqu'une personne refuse de dire « voici ce que j'ai fait de mal ». Surtout quand cette personne a tué des dizaines de milliers d'enfants, comme ce qu'ils font au Venezuela, en Argentine. Quand ils disent que le problème, c'est que les gens, ils reconnaissent ce qu'ils font. En Argentine, ils tweetent
Je veux dire, ils sont dans les rues à crier contre le sionisme. Et on est censé croire que c'est parce que tout le monde déteste les Juifs. Tout le monde déteste le peuple élu de Dieu. Ou est-ce parce que vous ne pouvez plus convaincre les gens que vous êtes en train de tuer, voler, piller, violer au nom du Seigneur? Je pense que c'est la deuxième option, mais ces gens sont dangereux, d'accord? Si quelque chose lui arrive à Carlson ou à moi, vous savez évidemment qu'Israël était impliqué. Évidemment. C'est incroyablement évident dans leur rhétorique. Ils nous citent nommément. Ils nous appellent en sur scène. Ils envoient leurs sbires pour nous harceler parce que nous croyons en l'Amérique d'abord et que nous pensons que nous devrions arrêter de nous mêler de leurs intérêts. Et il est franchement inacceptable que notre gouvernement critique plus durement Tucker Carlson. Nos représentants gouvernementaux critiquent plus durement Tucker Carlson qu'ils ne l'ont fait avec Jeffrey Epstein. Qu'ils choisissent de couvrir les crimes de Jeffrey Epstein tout en prétendant que la liberté d'expression en Amérique est ce qui est réellement radical et non les personnes qui nuisent réellement aux enfants et les abusent sexuellement. À mon avis, nous n'avons même pas de gouvernement. Nous ne pouvons même pas protéger les plus innocents de la nation. Comment pouvons-nous même parler d'un gouvernement? Je suppose que c'est une question philosophique plus large. Je veux maintenant aborder le triste constat qu'il semble que les femmes dans les médias aient fait preuve de plus de courage que la plupart des hommes dans les médias, qui semblent simplement plier le genou, accepter la situation et se qualifier de héros ou de durs à cuire, mais qui ne sont même pas prêts à se lever, ne serait-ce que pour défendre la liberté d'expression, au moins défendre la liberté d'expression en Amérique. Megyn Kelly s'est assise et en a discuté. Elle leur a été longuement attaquée. Ils l'ajoutent à leur liste. C'est très évident, simplement parce qu'elle refuse de plier le genou. Elle n'a rien dit de mal. En réalité, elle est sioniste et elle soutient Israël. Mais pour eux, ils apprennent que vous devez nous laisser contrôler totalement votre parole, sinon nous vous attaquerons. Vous savez, nous allons essentiellement assassiner votre réputation. L'assassinat de la réputation vient en premier. Eh bien, voici ce que Megyn Kelly a confié à Tucker Carlson dans son émission, et voici ce qu'elle avait à dire. J'ai reçu des messages de toutes ces personnes, de chers amis à moi, au cours des 2 dernières années. Merci beaucoup. Tu me fais, à moi et à ma famille, nous sentir plus en sécurité. Ce sont des amis juifs pro-Israël à moi dans les médias. Tu me fais, à moi et à ma famille, nous sentir plus en sécurité. Je t'aime. Ma famille t'aime. Que Dieu te bénisse. Ces mêmes personnes se sont maintenant retournées contre moi et certains m'accusent d'être antisémite. Pourquoi? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai fait une gaffe et dit quelque chose de super antisémite sans m'en rendre compte? Non, c'est parce que je ne vais pas vous retirer de mes amis et je ne vais pas condamner ni dire que Candace Owens est haineuse. Ils veulent vraiment, vraiment que je condamne Candace Owens. Et je suis désolée de leur apprendre ça, mais je suis responsable de ce que je dis. Pas de ce que quelqu'un d'autre dit. Je ne suis pas le policier de Candace Owens. Et d'ailleurs, ils se bercent d'illusions en pensant que si une voix de plus disait quelque chose de méchant sur Candace, elle pourrait enfin être contrôlée. Et jusqu'ici, ça a marché comment? Mais encore une fois, leur instinct est de l'arrêter. Arrêter ce qu'elle dit, l'arrêter. La faire taire. Faire taire Tucker aussi. Eh bien, je n'en ai ni l'envie, ni le pouvoir. Et pour cela, Ben Shapiro m'a traité de lâche lors de l'événement Turning Point Amfest en décembre, qui, soit dit en passant, lors de notre dernier échange, m'a littéralement dit ceci. Notre amitié, la sienne et la mienne, est trop importante pour nous deux, pour la faire dépendre de qui d'autre, avec qui nous sommes amis ou non. C'est littéralement le dernier message que j'ai reçu de Ben Shapiro. La chose suivante que j'ai su, c'est qu'il était sur scène à Turning Point, me traitant de lâche pour exactement cela. Écoutez ça, c'est tellement authentique et ça commence toujours par quelque chose comme ça, simplement contrôler la parole. Je n'ai jamais été un fan de Nick Fuentes, mais je me souviens de la campagne de pression exercée par le lobby du parjure pour m'obliger à dire quelque chose à son sujet. Pourquoi? Pourquoi? Comme elle le dit, je ne suis pas sa mère. Donc ça, c'était à l'époque où je ne savais même rien de son contenu, rien du tout. Je savais qui il était, mais je ne regardais pas l'émission de Nick Fuentes. Il avait été banni de toutes les plateformes et ils exigeaient simplement cela de moi. Seth Dillon me forçait à parler de Nick Fuentes. Entre sa manipulation émotionnelle, je me demandais pourquoi parler de Nick Fuentes. Il y a des tas d'articles sur Nick Fuentes.
Il a été exclu de tous ces événements. Pourquoi avez-vous besoin que ce soit moi qui le fasse, personnellement? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de s'assurer qu'ils peuvent contrôler ta plateforme. Et je suis désolée, ils se comportent comme un gang, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises. C'était mon expérience. Vous vous comportez comme un gang, essayant en gros de dire que tu n'as pas le droit d'avoir un micro et de t'exprimer à moins d'être prêt à t'agenouiller devant eux. Et franchement, c'est mal. Et ce que je trouve encore plus grave, c'est que tant d'hommes ont des micros et ne sortent pas pour le condamner explicitement, avec force, en citant des noms. Il faudrait simplement reconnaître, et même pas seulement condamner le fait qu'il harcèle ces gens, mais plutôt reconnaître la menace qui pèse sur notre liberté d'expression. C'est réel. Vous dites tenir aux valeurs américaines. Certains veulent légiférer. Des gens en harcèlent d'autres pour les forcer à parler ou menacent leurs revenus. Et dans certains cas, comme je le crois dans l'affaire de Charlie Kirk, certaines personnes sont tuées, sont réellement assassinées parce qu'on ne peut pas les contrôler. Donc, si vous prétendez être quelqu'un qui se soucie des valeurs américaines et prétendez vous soucier des combats, alors reconnaissez ce à quoi nous sommes confrontés. Vous devriez peut-être reconnaître qu'Israël commence à faire pression sur les Américains. Et d'ailleurs, au-delà de toute autre personne, oubliez les hommes qui ont des micros. Je veux vraiment dire que notre gouvernement permet à un autre gouvernement, une autre entité à qui je suis obligé de donner mes impôts. Je suis obligé de donner mes impôts à Israël, leur permet de se lever et de me déclarer ennemi de l'État. Je dois payer pour ça. Où est JD? Vance là-dessus? Où est Trump sur ce sujet? Où sont tous les membres du Congrès à ce sujet? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai tort de penser que cela devrait être inacceptable, la façon dont ils parlent de nous, alors que nous devons financer leurs exercices militaires partout dans le monde, leurs objectifs militaires partout dans le monde? Je veux dire, ça me rend vraiment complètement fou de devoir payer mes impôts à ces gens-là. Je dois juste aller travailler. Nous devons tous aller travailler pour soutenir la nation qui exige cela. Notre parole est réprimée et nous sommes le dernier rempart. Alors, utilisez votre parole tant que nous l'avons encore. Très bien. Le commentaire le plus populaire du dernier épisode est « Je pense qu'on peut le dire sans risque ». Ce n'est jamais une bonne chose quand notre armée va dans d'autres pays pour aider des enfants. Oui, nous avons parlé de ça. C'est moi qui ai créé cette rubrique. Évidemment, j'utilisais Excel de toutes les mauvaises façons, mais j'ai créé une colonne claire pour parler du nombre de fois où la traite sexuelle a été évoquée dans l'histoire de notre armée. Et j'ai reçu depuis lors des informations encore plus explosives. Et donc, nous allons en parler plus en détail plus tard cette semaine. Vous avez tout à fait raison. Je ne crois pas que notre armée aide les enfants à travers le monde. Je ne pense pas que ce soit leur objectif explicite. En fait, je pense que c'est bien plus sombre que cela. Je pense que nous le ressentons tous. Nous allons faire une courte pause avant que je lise le reste de vos commentaires. Très bien, vous n'êtes pas obligé de bouleverser toute votre vie en 2026. Vous pouvez commencer par de petits changements, comme remplacer les snacks de votre placard par des produits faits avec de vrais ingrédients, comme le masa. C'est la façon la plus simple de manger sainement sans avoir l'impression d'être au régime. Les chips masa contiennent 3 ingrédients, maïs bio, sel de mer et suif de bœuf nourri à l'herbe, sans huile de graines ni additifs, juste de la vraie nourriture, saine et délicieuse. Grignoter des chips masa n'a rien à voir avec manger des chips ordinaires. Avec masa, on se sent rassasié, léger et plein d'énergie. Il n'y a pas de coup de fatigue, de ballonnement, ni de sensation désagréable de lourdeur après. Et comme ces chips sont faites avec de vrais aliments, elles sont plus rassasiantes. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas à grignoter sans faim tout en ayant encore faim après. Mes saveurs préférées de chips masa sont leur habanero et l'original. Pour essayer masa, cliquez sur le lien en description ou visitez masachips.com/Candice. Utilisez le code Candice pour 25% de réduction sur votre première commande. Masa est aussi disponible chez Sprouts. Passez en magasin, en prendre avant la rupture de stock. Et bien sûr, je vous parle toujours de Nimi. Je sais que beaucoup se sentent dépassés par l'univers des soins de la peau car on leur dit de sans cesse changer de routine. Changer ses croyances mène à la frustration. Quand je trouve un soin qui fonctionne pour moi et mon mode de vie, je m'y tiens. C'est exactement pour ça que Nimi Skincare fait toujours partie de ma routine. C'est propre, simple et j'ai confiance en ce que j'utilise. On me demande souvent ma routine de peau en hiver. C'est simple, j'utilise Nimi
avec régularité, sans trop y réfléchir. Face au froid et au chauffage, la constance prime sur la nouveauté. J'aime Nimi Skincare car leurs valeurs restent inchangées. C'est fabriqué ici, aux États-Unis. La marque ne suit pas les tendances et reste fidèle à sa façon de faire et à ses valeurs. Même les petits détails, comme le verset biblique discret glissé dans chaque boîte, en disent long sur l'intention derrière la marque. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les trouver sur nimiskincare.com. Si vous souhaitez utiliser mon code, c'est Candice10 lors du paiement pour bénéficier d'une remise spéciale sur votre commande. C'est nimiskincare.com. Très bien. Nouveaux produits sur le site. Pour soutenir ma liberté d'expression, achetez les lots dédicacés de Make Him a Sandwich et Blackout en boutique. Voyez aussi ces mugs. Les filles, on fait défiler? Ce sont des tops super stylés. Vous l'avez raté. Vous avez réussi. Voilà, c'est fait. Non, reculez. Ah oui, celui-là. Celui-là, le noir. Vite, vite, allez-y. Ils sont trop mignons. Je ne sais pas. Je les trouve tout simplement super mignons. J'adore ces tasses. J'en ai un à l'étage. J'ai oublié de le poser sur mon bureau. Bella, peux-tu me le noter pour que je prenne la tasse demain? J'oublierai sinon. J'adore la tasse Conspiracy Girly. Vous pouvez l'acheter sur le site web. Pour le club de lecture, le vendredi a bien fonctionné. Comme l'émission n'en a pas, nous déplaçons le club à un vendredi sur 2 au lieu du mardi pour éviter le doublon. Le prochain club de lecture aura lieu le 23 janvier. D'accord, passons à vos commentaires. Project Constitution est dans le chat. C'est un don énorme, merci au compte. C'est l'un des plus gros comptes qui a discuté de tout ça. Charlie Kirk sur X, il écrit que Erika est la raison pour laquelle Charlie s'est même impliqué dans la chute du Kirk Center, puis dans la création de Turning Point US of Faith. Elle a été amenée comme sa gestionnaire pour l'orienter dans cette direction. Elle l'avait complètement sous son charme et à sa merci. Vas-y, Max. Je t'aime, Candice. Continue à mettre la lumière sur le mal. Écoutez, je fais évidemment partie de la raison. Je sais que tout le monde se demande « Oh, pourquoi tu n'étais pas là? » J'ai rencontré mon mari et c'était comme un conte de fées. On a filé vers le bonheur et je peux dire que je peux le situer précisément. Oui, évidemment, nous savons qu'Erika Kirk était une boursière Falkirk. Je n'ai pas encore entendu ça, elle l'a dit explicitement. Vous devez créer le Falkirk Center. Et je devrais retourner demander aux personnes avec qui je commence à travailler certaines des questions que les gens se posent sur son parcours et j'ai voulu être très prudente parce que je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire d'erreur et je veux comprendre cela. Je veux comprendre beaucoup des différentes choses que nous voyons tous sur X. À propos des associations caritatives dans lesquelles elle était impliquée et des affaires à l'étranger. Et vous savez, elle dit qu'elle a vécu en Chine et elle dit qu'elle a vécu au Costa Rica. Mais quand et pourquoi faire? Il y a beaucoup à examiner et cela prend beaucoup de temps, mais j'ai bien l'intention de consacrer un épisode à ce sujet à l'avenir, mais je veux aussi lui donner l'occasion de répondre à toutes les questions que j'ai. Nathy Nicole écrit « Candace, je me retrouve constamment sans voix. Wow, c'est dingue. J'ai le cœur brisé et je suis rempli de rage tout en même temps. Surtout le cœur brisé. Comment Andrew Colbert peut-il dormir la nuit? On finira par gagner, mais bon sang, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Je me sens bête de ne pas avoir compris que c'était toujours lui, évidemment, derrière toutes ces attaques, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre la main dans le sac. Et l'histoire de Johnny Moore, tu aurais dû me voir. J'étais complètement sidérée quand j'ai compris, après avoir fait tout cet épisode sur les Moonies. Je me disais, je me sens juste comme les Moonies. Et puis, bam, Johnny Moore, Andrew Colbert. Voici Johnny. Les Moonies sont de retour. Et c'est un nom différent. C'est ce qui se passe ici. C'est évidemment ce qui se passe ici. Et ça remonte à la guerre de Corée. C'est l'infiltration de la CIA américaine. Ça a été un long lundi, donc je ne vais même pas vous préparer. Ou oubliez de vous demander si le 11 septembre était un false flag ou non. Est-ce que vous êtes prêt à parler de Pearl Harbor? Est-ce que vous êtes prêt à parler de Pearl Harbor comme d'un false flag? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, parce qu'on ne va pas le faire aujourd'hui. On ne va pas le faire, d'accord? Mais l'ambiance ne colle pas dans l'histoire de Pearl Harbor. C'est tout ce que je dirais. Et Lyndon Baines Johnson a été un homme diabolique du début à la fin. Et évidemment, il a été président plus tard, mais on devrait en parler. Lyndon Baines Johnson, les efforts qui ont eu lieu pendant la guerre du Vietnam, ce qui s'est passé concernant notre implication militaire à l'étranger et quels étaient les véritables objectifs de la guerre du Vietnam. Il y a tellement de choses que je pourrais vous expliquer, en commençant par Pearl Harbor jusqu'à Lyndon Baines Johnson et au-delà. Mais bon, de toute façon, on y arrivera un jour. 6. Seven écrit « Merci Candace. Excellent travail. C'est un don qui vient d'Argentine.
Je suis tellement désolée de ce que vous traversez. J'étais inquiète car je ne faisais vraiment pas confiance à ce type, Melekovski. J'ai vu des trucs vraiment louches. Et il ressemble un peu à Bibi Netanyahu. Je veux dire, c'est un complot, mais bon, c'est lundi, nous parlons de rêves, nous pouvons parler de complot. Et je suis une adepte des théories du complot, et j'ai la tasse pour le prouver. Victoria Betts écrit « Allez Max et gloire à Dieu pour toujours ». Vous avez raison. The One You Feed écrit « C'est quoi ce délire avec les forces de l'ordre américaines? Est-ce que tout le monde est acheté? Beaucoup de gens sont achetés. En fait, je pense que notre armée, au sommet, n'est en réalité qu'une bande de mercenaires pour protéger les gangs. Je ne fais que suivre toutes les théories du complot que je ressens dans mes vibes, mais j'aimerais revenir sur certaines de ces fusillades dans les écoles. Je me demande si des enfants étaient victimes de trafic et si des administrateurs l'ont découvert et ont fini morts. J'ai un mauvais pressentiment concernant certaines de ces fusillades, car je pense qu'en partie, lorsqu'on examine certaines de ces tueries de masse, on découvre qu'il y a une initiative gouvernementale où je suppose que le gouvernement peut tirer profit de la mort de cette personne en particulier. Ça dure depuis quand? Pas pour toutes les fusillades scolaires, mais j'ai des questions. Camille R. Je vous admire, Candice. J'ai 2 enfants adultes. J'apprécie donc ton combat de maman pour nous apporter ces informations. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Si un gouvernement mondial s'installe, et c'est leur but, nos enfants n'auront tout simplement aucune chance. Alors, comment ne pas être courageux? Aimes-tu assez tes enfants pour être courageux? Aimes-tu assez ta famille pour être courageux? Moi, oui. Charlie l'a fait. MakeItKnown.world écrit « N'importe qui, et je dis bien n'importe qui, sauf les pantins actuels du Congrès, les 2 chambres qui soutiennent les sionistes, ne votez pas pour eux. Ça ne fait que les encourager. D'accord, je ne voterai pas avant de savoir qui a tué Charlie Kirk et les circonstances. Je me retire. Tu n'as pas besoin de me parler de politique du tout. » Blakely Webb. Une femme sur Facebook me disait que partager ses rêves est stupide avant de me confier les siens sur toi. L'ironie de ces gens est vraiment hilarante. Je rêve. J'ai beaucoup rêvé. Je fais encore des rêves très vifs. Ils ne sont pas aussi... Tu sais, ce n'était pas toutes les nuits comme au début, ce qui était vraiment stressant pour moi. C'était... Je n'aimais pas ça. Je n'aimais vraiment pas ça. Mais je vous encourage tous à rêver et Dieu nous parle à travers nos rêves. Et en fait, c'est même biblique. Alors, qu'en dites-vous? Bref, les amis, on se retrouve demain.